disons, du service national de renseignement. Généralement, ça ne se fait pas dans beaucoup de pays. Que la population puisse accéder, aller voir comment, donc dans les locaux, entrer dans les locaux du service national de renseignement pour y accéder et poser des questions, voir, demander comment ça fonctionne. Et l'armée aussi, le ministère de la Défense nationale a organisé des journées portes ouvertes. Comme ça, la population peut aller entrer dans les camps militaires, voir ce qui se passe, toucher les armes les plus sophistiquées pour voir. Parce qu'auparavant, la population avait une peur morbide de l'armée. Alors, pour donner confiance à la population, on a organisé des journées portes ouvertes de l'armée pour que la population puisse aller pour voir ces mystères qui entouraient l'armée. Maintenant, la population y accède dans les camps militaires pour voir ce qui se passe. C'est pour mettre la population en confiance à l'égard de certaines institutions. Il y a aussi des journées portes ouvertes de l'agriculture, parce que là c'est facile, mais ce qui est fait, ce qui est derrière cela, c'est que la population découvre, voit que dans son état, donc l'État ne cache pas de choses. Donc, comme ça, chacun peut avoir confiance, disant, voilà, maintenant j'ai vu. Alors, autre chose, c'est que l'État essaie de tout faire, donc en fait, de tout faire pour démystifier son fonctionnement. Donc, pour démystifier son fonctionnement et que les gens aient beaucoup plus confiance. Il y a d'autres questions auxquelles je peux répondre, peut-être brièvement. La publication du rapport des États généraux, je ne sais pas où est l'année, madame, je ne sais pas si tu sais où. Le rapport en question, moi je l'ai vu. Le rapport du ministre de la Justice, je l'ai vu. Mais où en est la publication, ça c'est une question qu'on peut poser dans la capitale et on peut trouver une réponse, peut-être très facilement. Mais je sais que le rapport existe. J'ai vu même deux rapports, l'un du ministère de la Justice, l'autre des organisateurs de ces États généraux. Maintenant, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas encore publié. Ça devrait se faire. Hein? Bon, il me dit, mon collègue là, que le rapport est disponible. Quiconque veut y accéder peut le trouver. Et peut-être que si vous voulez une copie, on peut vous l'envoyer. Mais c'est un rapport qui est là, moi je l'ai vu, je le possède d'ailleurs dans mon bureau. Alors je pense que si vous en avez besoin, on peut vous envoyer une copie. Dans la convention, dans l'article 3 de la convention et l'article 10 du code pénal, si quelqu'un a commis un acte de torture à l'étranger, et qu'il vienne au Burundi, s'il est poursuivi au Burundi ou s'il n'est pas poursuivi. Bon, vous savez, normalement, quelqu'un qui a commis un acte comme celui-là, on devrait l'extrader. Mais pour l'extrader, il faut des accords d'extradition. Vous avez vu que nous avons un accord d'extradition avec la Tanzanie et qu'il y a un accord d'extradition en cours d'études entre le Burundi et le Rwanda. Maintenant, je ne pense pas qu'il y a un accord d'extradition avec la RDC, la République démocratique du Congo, et d'autres pays. Alors là, vous savez, quand il n'y a pas d'accord d'extradition, ça demande beaucoup de temps. Il faut d'abord qu'il y ait cet accord, sinon on ne peut pas extrader quelqu'un sans qu'il y ait accord d'extradition. Bon, on peut le faire d'une façon tout à fait pratique, c'est-à-dire renvoyer quelqu'un à la frontière pour qu'il retourne chez lui. Mais souvent, c'est difficile. Et puis, de toute façon, pour le juger, s'il faut le juger, il faut qu'il y ait des éléments qui viennent de son pays aussi. Il faut des éléments qui viennent de son pays. Vous savez que dans nos pays aussi, nous avons des problèmes
nos pays, beaucoup de pays africains, nous avons des problèmes de savoir d'où quelqu'un vient, ce qu'il a fait. Parce que si quelqu'un qui vient de Tanzanie, est-ce qu'on ira demander là où d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Et souvent c'est pas évident, parce que les communications aussi ne sont pas, les moyens de communication ne sont pas aussi faciles. Donc ici, il y a encore du travail à faire. Les principes que vous nous dites, nous les retenons et nous allons voir comment on peut les mettre en pratique chez nous. Effectivement, un criminel qui vient d'un pays, qui vient dans notre pays, c'est pas, on devrait savoir pourquoi il vient. Ici en Europe, on a les moyens pour le faire souvent, mais chez nous, c'est pas évident, parce que les moyens de communication entre différentes localités des différents pays, c'est pas toujours évident. Bon. Ok, il y a d'autres questions qui ont été posées. Je crois que le fait d'intégrer dans le texte, je crois que Madame Ansila a répondu. Le choix des membres de la commission de la CBR, le débat est toujours là. Le débat est toujours là. Je dis que la société civile peut toujours exprimer ses idées, ses souhaits. Et ici, ce n'est pas à moi de répondre. Je crois que exprimer leurs idées, c'est leur droit. Maintenant, qu'ils y aillent, moi, je ne peux pas les en empêcher. Concernant les exécutions extrajudiciaires, on a cité plus de cas, comme Audace Barugira Boniface. Là, je crois que j'avais eu des éléments de réponse à ces 3 cas, mais je ne sais pas dans ma paperasse où j'ai mis ça, mais je peux retrouver et puis vous donner ça par écrit. L'autre question, c'est violence sexuelle à l'égard des femmes en prison. Je crois que là, c'est en fait, je crois que on fait des efforts là aussi. Comme je vous le disais, on fait des efforts sur tous les plans. Après la sortie de guerre, maintenant, c'est le temps de la reconstruction. Et reconstruire, ça veut dire trouver aussi des moyens. Il faut trouver des moyens et améliorer la situation dans les prisons. Je crois ici aussi qu'on a une certaine assistance, mais qui est insuffisante. Quand on parle de perfectionnement de nos troupes armées et de la police, il y a aussi un accompagnement, il y a aussi la construction de certaines casernes, la reconstruction de certaines casernes, la construction des prisons, la construction des prisons, des cachots, mais ça reste insuffisant. Mais le travail est en train d'être fait. Le travail est en train d'être fait. Le problème étant que le petit budget que le gouvernement reçoit, le petit budget dont le gouvernement dispose, il faut que ce petit budget est distribué entre plusieurs priorités. Et tout est priorité. Après une crise comme celle-là, après une guerre comme ça, tout est priorité. Alors, on essaie de faire ce qu'on peut, mais ce n'est pas de la mauvaise volonté. On essaie de faire tout ce qu'on peut pour améliorer sur tous les plans. Et ici, évidemment, comme nous vous l'avons expliqué, vous avez tout compris, vous avez essayé de comprendre. Je crois qu'il faut aussi nous aider. En tant que comité, vous avez compris nos problèmes, il faut nous aider aussi
pour la mobilisation des ressources. Nous faisons beaucoup d'efforts, mais nous avons besoin aussi d'un appui de votre part pour que vous puissiez nous aider, soit vous-même, soit d'autres organismes que vous pouvez approcher pour nous aider à trouver les ressources nécessaires pour essayer d'améliorer. Nous avons la bonne volonté, nous sommes disposés, mais souvent les moyens nous manquent. Donc, on vous demanderait si vous avez des organisations que vous pouvez approcher. Je crois que ce serait une très bonne chose si vous pouviez aussi nous appuyer dans, disons, dans la note sur la distribution des armes aux Imbonerakure. J'ai l'impression que bon, oui. Bon, de toute façon, on s'est expliqué avec l'ONU. On s'est expliqué avec l'ONU qui a réagi aussi, qui a violemment réagi en disant non, vous n'avez pas le droit de renvoyer quelqu'un. Mais vous savez aussi, même si on est un pays qui sort de crise, si on est un pays qui sort de crise, on ne doit pas admettre que des gens, qu'ils soient de l'ONU ou autres, viennent donner des explications ou donner des notes qui peut-être ne correspondent pas à la réalité. C'est-à-dire qu'on est un pays peut-être faible qui sort de guerre, mais on est aussi un pays souverain. C'est-à-dire que si un fonctionnaire, quelque fonctionnaire qu'il soit même de l'ONU, qui vient poser des actes qui ne sont pas conformes, mais que nous ne trouvons pas, nous ne jugeons pas utiles. Il y a des initiatives qu'on peut prendre, mais il y a aussi des initiatives qu'on ne peut pas prendre. Vous savez qu'il y a eu aussi un autre cas d'un agent de la sécurité des Nations Unies qui est passé dans l'aéroport avec des munitions. Avec des munitions, ce qui n'est pas autorisé. Alors lui aussi a été exclu parce qu'il a été mis dehors parce qu'il savait que, et en tant qu'agent de sécurité, il était averti plus que quiconque qu'on ne peut pas sortir, qu'on ne peut pas passer dans l'aéroport avec des munitions. C'est-à-dire que même si on est un pays faible qui sort de guerre, il y a des comportements qu'on ne peut pas accepter. Il y a des comportements qu'on ne peut pas accepter. Et là, je crois qu'on s'est expliqué avec l'ONU et je crois que l'ONU a bien compris ce qui s'est passé et je crois que la question a été tout à fait, la question n'est plus d'actualité. Donc là, je pense qu'il ne faut pas insister, la question n'est plus d'actualité. Bon, j'essaie de passer en revue, c'est presque toutes les questions, mais il y en a qui restent en suspens, comme je le disais, des cas des exécutions extrajudiciaires, comme le cas de Ababono. Je vais donner la réponse par écrit et pour d'autres questions. Mais... Encore une fois, je vous remercie. Nous avons cette procédure de suivi et la coopération avec vous dans le cadre de ce suivi. Donc, nous acceptons votre proposition avec plaisir. La séance est levée et je rappelle aux collègues du comité que demain matin, nous nous retrouvons ici dans cette salle-ci.